Salut! La troisième et dernière vidéo de cette présentation du parcours du Tour de France, elle va forcément être sur la troisième et dernière semaine justement de ce Tour de France, là où la hiérarchie du maillot jaune va définitivement s'accomplir, là où la bataille du maillot à pois va se terminer, où celle du maillot vert va peut-être aussi se terminer ou elle sera finie avant, on verra à ce moment-là. Le maillot blanc et aussi le super combatif à ne pas oublier. Bon, avant de commencer la vidéo, je vais déjà mettre un petit bémol à cette troisième semaine où il faudra vraiment être acteur, vouloir faire bouger les choses pour faire bouger les choses. C'est pas le parcours qui va nous permettre ça, mais ça du coup on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Je vous ai dit, il va falloir être acteur. Sauf que cette étape entre Carcassonne et Foix, on l'a déjà vu justement une centaine de fois sur ce Tour de France. Et le port de l'Hers et le mur de Péguerre, jamais, jamais ne font de grande différence entre les favoris parce que personne n'attaque tout simplement. À la limite, les seuls qui vont attaquer, c'est soit l'échappée devant pour la gagne de l'étape ou des petits outsiders derrière autour du top 10 qui vont tenter quelque chose justement pour reprendre du temps à tout le monde. On l'avait vu en 2017 où quand Barguil gagne, on avait un groupe avec Barguil, Contador, Quintana, Landa de souvenirs, voilà, qui était parti justement dans le mur de Péguerre et qui avait fait mal un peu tout le monde et c'était du coup ça faisait plaisir, ça faisait voilà de l'attaque, de l'interaction, mais malheureusement la descente du mur de Péguerre est trop simple, il n'y a pas assez de gros pourcentage pour faire des écarts et donc du coup un groupe organisé sera meilleur qu'un homme seul. C'est pourquoi s'isoler en haut du mur de Péguerre c'est compliqué pour un favori. D'autant plus que prendre des risques aujourd'hui, c'est bien, mais sauf que le lendemain, il faut voir ce qui nous attend. Et le lendemain, c'est une énorme étape de montagne. L'étape, elle aura lieu entre Saint-Gaudens et Péragude. Alors, on ne prendra pas le même versant que d'habitude. D'habitude, on passe par Peyresourde, on fait la petite descente et on monte à l'altiport de Péragude. Là, on passera directement par le col de Péragude, 8 km à environ 8%. Pour faire des écarts, il va falloir partir de loin. Il va falloir partir soit dans la Hourquette dans 6 ans, soit le col de l'Aspin, soit dans le col de Val-Louron-Azet. Sauf que vous êtes bien sympa, vous, mais il faut d'abord qu'on ait du monde devant pour nous aider. Et pour qu'il y ait du monde devant, il faut une formation de l'échappée. Et l'échappée, elle se forme comment? Quand il y a 50 bandes de plat avant le premier col. Bah ouais, l'étape a fait 130 km, on a 55 bandes de plat, puis 80 km de montée. Mais c'est-à-dire que sur les 55 bandes, l'échappée, elle va pas se former. Donc ça fait qu'ils vont partir dans la première côte, le premier col, pardon, qui est le col d'Aspin. Sauf qu'ils vont pas pouvoir créer assez d'écart pour voilà, faire vraiment bouger les choses. Que par exemple, on mette des jumbo devant, que Roglic ou Vingegaard attaque, soit dans la Roquette dans 6 ans, soit dans le Val AZ, et que du coup, ils retombent sur leur coéquipier avec genre 1 minute, 3, 1 minute d'avance, un autre à 3, un autre à 5. Ils les attendent au fur et à mesure pour faire le train. On aura donc, je pense, une grosse échappée qui aura peu d'avance si les favoris veulent se jouer la victoire ou veulent faire des mouvements, ou alors qui ira au bout si les favoris ils s'en fichent de la victoire. Le lendemain, entre Lourdes et Otakam, c'est quasiment un copier-coller. 10 km de plus, 140 km. 10 km de plus de plat au début. On commence le premier col à 60 km au lieu de 50. Là, on aura avant Otakam l'Aubisque et le col de Spandel, mais une nouvelle fois, ils sont répartis sur les 80 derniers kilomètres. Et donc, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur l'étape d'avant, mais je vois exactement le même scénario, puisque c'est exactement les mêmes étapes. Allez, si je devais mettre un petit bonus par rapport à l'étape d'avant, c'est la longueur du col de Takam, enfin le col final. Cette fois, on n'est plus sur 8 km à 8%, mais sur 13,6 km à 8% toujours. Un effort un peu plus long qui peut porter préjudice à Pogacar, comme on l'a vu en 2020, ou sur les cols de la Lose, le Grand Colombier aussi, il n'était pas hyper bien. Enfin bon bref, tous les cols qui étaient au-dessus de 30-40 minutes, par rapport à Roglic, il montrait ses limites. Et pour moi, c'est là-dessus qu'il va falloir l'avoir, c'est à l'usure, c'est sur des efforts longs, et pour ça, il va falloir l'harceler tout le long, déjà de l'étape de la veille, de cette étape, et pour espérer faire quelque chose dans Otakam. Le lendemain, arrivé à Cahors, 190 km, tout plat, rien à faire pour les favoris, donc ça sera le premier vrai sprint massif depuis le Danemark. En tout cas, ça sera le première étape vraiment plate depuis qu'on a quitté le Danemark. Et oui, je vous l'ai dit, dans la deuxième semaine, on a des étapes de plaine, sauf que
il y a des petites bosses, il y a des petits faux plats montants, il y a des petits trucs où les purs sprinters sont capables de péter. Là, ce qui peut faire péter les purs sprinters, c'est les 2, 3 grosses étapes de montagne avant, qui soit vont leur créer de la fatigue, donc pour sprinter c'est compliqué, soit bah forcément les hors délais sur ces étapes comme ça, bah ça va les guetter. Donc sur cette étape de Cahors, place à un sprint massif, mais pour les rescapés du sprint. Le lendemain, la 20e étape, la dernière où il peut se passer quelque chose, c'est un chrono entre La Capelle et Rocamadour. On a deux petites côtes, celle de Magès 1 km à 1,5 km à 5% et celle de l'Hospitalet 1,5 km à 8% environ. Mais bon, on sait tous très bien qu'il va rien se passer sur cette étape, que les places qui vont changer c'est entre 5 et 10 à peu près, sinon pour les favoris il se passera. Mec, mais t'as pas regardé le Tour 2020 ou quoi toi? Bah déjà de 1, regarde la tête de l'étape de cette année et celle de 2020. Il y a un léger contraste par rapport à la montée, et voilà, je pense qu'on peut le dire. Que deuxièmement, l'an dernier, sur l'étape entre Libourne et Saint-Émilion, il y a eu, dans le top 10, hein, dans le top 10, il y a eu exactement, attention, roulement de tambour, exactement zéro changement dans le top 10 l'an dernier sur le chrono de la 20e étape. En plus, le chrono qui est placé à la toute fin du tour, c'est-à-dire après la montagne, les grimpeurs ils font de la spéculation. La spéculation, comme on le dit, en fait, comme le sous-entend ce mot, c'est basé sur absolument rien. Il dit, Gaudu, il va se dire, moi je vais perdre qu'une minute 30 sur 40 km sur Geraint Thomas. Il arrive, il en prend 3. Donc en fait, déjà ce chrono, il fait aucun écart, théoriquement, entre les favoris. Et en plus, il inhibe les attaques pendant les étapes de montagne. Parce que l'autre, il se dit, moi je vais perdre qu'une minute, moi je vais perdre deux, moi je vais perdre machin, et à chaque fois, ils prennent le double. Donc, si on l'a plus tôt dans le tour, si on l'a dans la deuxième, voire même dans la première semaine, bah là, on a les écarts, ils sont fixés. Et après, dans les étapes de montagne, à la cuisse, chacun attaque, chacun fait sa stratégie. Mais là, le problème, c'est que les écarts, ils vont pas être fixés. Et que il va y avoir de la spéculation, que les grimpeurs vont se tromper, qu'ils vont perdre trop de temps. Ils nous auront privé du spectacle dans, dans la montagne. Et bah forcément, sur le podium des champs, il sera pas forcément représentatif. Alors peut-être pas sur le podium, mais le top 10 des champs, il sera peut-être pas forcément représentatif du niveau intrinsèque de tout le monde dans ce Tour de France. Voilà, pendant que j'y suis, je peux faire un petit récapitulatif de ce que je pense du parcours, parce que le lendemain, c'est l'étape des Champs-Élysées, la parade, tout ça, on connaît. Donc je peux faire un petit récapitulatif de ce que je pense du Tour de France. Donc, pour de mon avis, moi j'adore déjà la première semaine jusqu'à la planche des belles filles. Maintenant, c'est vrai que la planche des belles filles, on l'a eu quand même beaucoup de fois sur les dernières années. Hein, on l'a eu, je crois, 7 fois en 10 ans, ce qui est énorme. Mais euh, néanmoins, le parcours jusqu'à en haut de la planche des belles filles, il est assez cohérent. On a du pavé, on a du vent, des petites étapes avec des petites côtes et tout pour les punchers, du sprint, du chrono. Voilà, on a un peu de tout et ça fait plaisir. Une fois qu'on passe ce chrono de la planche des belles filles, on est censé rentrer dans la très haute montagne. Sauf que non, on est dans la moyenne montagne. C'est les Alpes sans vraiment être les Alpes. C'est des arrivées autour de 4-5%. L'école, des fois, ils font 4, des fois, ils font 15 bornes. Ah, ça se voit que c'est construit pour des échappées. Et c'est bien, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas une étape sur cette fin de première semaine où justement bah, on peut faire des écarts. A contrario, les deux étapes alpestres, elles sont super bien dessinées, elles sont très belles. Même si l'étape du Granon ressemble énormément à celle des Pyrénées, t'as quand même le Galibier après, et le Granon, donc voilà, t'as de quoi faire. Mais malheureusement, cette étape du Granon, elle est placée la veille de l'étape reine du Tour. Et comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, tu vas pas prendre des risques inconsidérés la veille de l'étape reine. Ça serait bête d'attaquer de loin ou même d'attaquer dans une étape où le lendemain il y a l'étape reine. Donc voilà, c'est vraiment dommage, je trouve, que ces deux étapes elles soient vraiment l'une après l'autre. Mettre celle du Granon avant la journée de repos et celle de l'Alpe d'Huez juste après, ça aurait été parfait, vraiment parfait. Et bon, malheureusement, c'est pas le cas. On n'était peut-être pas assez bas dans les Alpes parce que là, c'est plutôt les Alpes du Sud. Mais mettre une étape très dure la veille d'une journée de repos, par exemple, je pense à celle de Carcassonne lors de la deuxième semaine, bah, ça aurait été vraiment bien parce que on aurait pu avoir des coureurs qui se livraient vraiment au maximum de leur capacité et qui, par conséquent, nous donnaient une hiérarchie à peu près, voilà, à peu près du tour du niveau en montagne. Pareil, cette troisième semaine, il faudra vraiment être acteur, se servir du peu qu'on a, faire beaucoup avec peu, ça va être très important pour les équipes qui cherchent à se replacer au classement général, qui cherchent à aller chercher le maillot jaune, qui cherchent à aller chercher le maillot à poids. Vraiment, ça va être très important parce que, comme je vous l'ai dit,
Les 2 étapes, c'est copier-coller, plat, montagne, plat, montagne. Maintenant, oui, les étapes, elles sont hyper dures. On a 4 cols super durs le premier jour, 3 le lendemain, très dur aussi. Mais comme je l'ai dit, je pense pas que l'échappée aura assez d'avance pour permettre des tactiques de fou et qui vont permettre de tout simplement aller récupérer 2-3 minutes. C'est plutôt des échappées qui vont permettre d'aller récupérer une trentaine de secondes, quoi. Donc voilà, moi c'est. Puis en plus, le chrono le dernier jour, ça c'est catastrophique. Ça, faut arrêter avec les chronos le dernier jour. Alors qu'en 2019, on avait un joli chrono au milieu. On avait vu Bernal, il avait perdu du temps par rapport à Thomas. Qu'est-ce qu'il a fait dans les Alpes? Bernal, il a attaqué de partout. Voilà, enfin je veux dire, on a un truc qui a bien marché. Et depuis 2020, on n'essaye pas de le reproduire. On est dans des trucs qui, voilà, sont standards et qui marchent pas forcément bien, même si il y a cette anomalie de Pogacar à la planche. Donc voilà, Thierry, moi je trouve que le parcours du Tour, il est pas hyper bien fait pour favoriser les attaques, pour favoriser les gros écarts. D'autant plus que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qui crée les écarts, ce sont les étapes de moyenne montagne avec des côtes, pardon, très dures. On l'a vu sur le Giro, Bora, ils ont lancé à 80 km de l'arrivée. Ils ont jamais fait ça en montagne. Même sur les 2-3 derniers jours où Hindley devait reprendre le temps à Carapaz, ils n'ont jamais tenté en montagne à 80 bornes de l'arrivée. Là où ils l'ont fait, c'est sur une étape de moyenne montagne, avec des côtes très dures, et avec, c'était pas des vrais cols, c'était voilà, c'était des petites côtes, tac, 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 des petits répètes chauds, comme dirait Guillaume Nicaragua, et qui font mal, et c'est là où on a le plus d'écart. En tout cas, c'est là où on a le plus de tentatives d'écart, quoi. Et c'est vraiment ça vers quoi, pour moi, il faut aller. Des étapes dures, comme je l'ai dit dans l'étape, dans la vidéo précédente, celle qui s'en rapproche le plus c'est Mende, mais la côte de la Croix-Neuve elle va tout inhiber je pense. Donc voilà, maintenant j'ai pas la science infuse, je sais pas ce qui va se passer sur ce Tour de France, j'espère que justement les coureurs avec le peu qu'ils ont, ils vont réussir à faire beaucoup, hein, bien sûr, parce que c'est les coureurs qui font la course, ceux qui vont perdre du temps en première semaine, ceux qui vont perdre du temps même dans les Alpes, etc. Je sais pas moi, on a toujours voilà, 2-3 coureurs qui vont avoir intérêt à lancer de loin et à nous mettre un peu le boxon. Et j'espère que ça sera le cas. Et j'espère que ces coureurs-là vont déclencher aussi par voie d'alliance, un peu par voie de. Voilà, un peu comme la Première Guerre mondiale s'est déclenchée. On a un qui tue un, et du coup, bam bam bam, vous voyez, c'est les dominos, quoi. Godu Kata qui est 10e, après c'est Mas qui est 5e, du coup Vingegaard 3e, Roglic, Pogacar, quoi, par exemple. Voilà, sur un coup de domino, on espère que ça va lancer les hostilités de loin, que ça va faire mal à tout le monde, et qu'on pourra forcément voilà, avoir un peu de suspense et surtout beaucoup de spectacle. Bon, j'allais pas vous lâcher comme ça. Bien sûr que la descente à tombeau ouvert, on va la faire. Et pour cette semaine, et pour cette dernière semaine de Tour de France, ma prédiction, ça sera que aucun des 4 maillots distinctifs ne gagne une étape sur cette dernière semaine. C'est-à-dire que ni le maillot jaune, ni le maillot à pois, ni le maillot vert, ni le maillot blanc, même s'il est porté par procuration, ne gagneront une étape sur, pour moi, cette troisième semaine. Voilà, c'est mon pari, on verra. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit tour du Tour de France, justement, où voilà, on a présenté chaque semaine, chaque étape. J'espère en tout cas que les vidéos vous ont plu. J'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en pétant la barre de like. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du parcours du Tour, ce que vous pensez de la troisième semaine, qui va gagner le Tour, le maillot vert, le maillot à pois, voilà. Mettez-moi un peu aussi vos petites prédictions, hein. Moi j'en ai fait 3. Je me suis mouillé, hein. Kung 3e, le maillot jaune qui gagne pas le Tour, et pas le dit comme ça, mais le maillot jaune en fin de deuxième semaine qui gagne pas le Tour, et voilà, aucun maillot distinctif, voilà, c'est des... Voilà, je me suis mis un peu dans la sauce, donc à vous maintenant de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Tour de France et qui vous pensez qui va gagner ce Tour de France. Pour finir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça me pousse à continuer. Et sur ce, je vous dis bon Tour de France!